à toutes et à tous. En Californie, Multijoueur se délocalise cette semaine à Los Angeles pour vous faire vivre de l'intérieur le Summer Game Fest, le grand rendez-vous du jeu vidéo du mois de juin. C'est parti pour des interviews, des exclusivités, notre avis sur les nouveaux jeux présentés et tout ça, ça commence avec la grande conférence. Et voilà, on est à la sortie du YouTube Theater où vient d'avoir lieu la conférence du Summer Game Fest, le premier temps fort de la période du week-end, de la semaine, je ne sais plus comment on dit, jeux vidéo à Los Angeles. Je suis avec Chris Clippel et Mohamed Egouin, des têtes bien connues de Multijoueur. On est là pour vous faire un petit débrief. Messieurs, qu'est-ce qu'on dit de cette conférence? Chris? Chris, allez. Moi, ça va juste être D. La réponse D. La réponse D. Du coup, pour mettre un petit peu en contexte, pour ceux qui n'ont pas suivi, Geoff Keighley, Lost, et donc le créateur du Summer Game Fest, a quand même eu l'audace ou le courage, je ne sais pas ce que ça peut être. La folie, le coup de folie de mettre un sondage Twitter pour demander alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ma conférence? Sauf que nous, on l'a vu dans la salle déjà, quand au fil des minutes, il y avait de moins en moins d'applaudissements. On se disait, oula, et effectivement, c'était... D. C'était D. C'était D. Dur. Voilà, D comme dur. Ah, c'est un peu D comme dur. bien choisi. Ouais. Non, mais effectivement, je suis d'accord avec Chris pour le coup. Et pour le coup, c'est une conférence qui avait été teasée. Alors, pas pour dire que c'était la conférence la plus grandiloquente du monde, mais ça fait plusieurs semaines que Geoff Keighley, avant chaque event, de toute façon, nous rabâche que c'est quand même un événement important, etc. Tous les préparatifs, etc. On s'attendait quand même à pas avoir des trucs de malade parce qu'il avait déjà un peu désamorcé les attentes. Il s'était mis que dans un 8 petit flux. sur 10. Voilà, il s'était mis 8. Alors, 10. je sais pas si l'on mettrait 8, mais voilà. Un 8 sur 10 sur l'échelle de Geoff Keighley, c'est pas un 8 sur 10 pour tout le monde. C'est pas du tout ça. Il a plutôt l'habitude de se mettre 12 sur 10. Ouais, mais là, c'était compliqué parce que forcément, problème de rythme sur la conférence, énormément de problèmes de rythme, surtout sur la deuxième heure qui était très compliquée. Des annonces qui n'ont pas ravi beaucoup de gens non plus. Certains jeux ont été intéressants. Il y a des coups de cœur, on en parlera, mais c'est pas les annonces qui ont fait sauter tout le monde au plafond. Et c'est vrai que au fur et à mesure de la conf, les applaudissements étaient de plus en plus timides et on se disait, mais où est passé le truc? Où est-ce qu'il y a un revival? Tu vois, un truc qui se relance. Donc c'était un peu mitigé, quoi. Pourtant, ça avait bien commencé avec le Lego Horizon Adventure, donc qui est cette adaptation de Horizon Forbidden West ou Horizon Zero Dawn, on ne sait pas encore, en version Lego, donc avec la touche Lego, l'humour, mais tous les marqueurs d'Horizon, ça démarrait bien. Ça démarrait peut-être un peu trop fort. Trop bien. Le mec il a dit on n'a qu'une seule cartouche, on va la balancer dès le début. Voilà, parce que oui, en fait, c'est ça. Tu vois, on parlait des fameux One More Thing dans les conférences où quand tu as une conférence plus ou moins bonne, tu finis sur un truc complètement dingue. Où au final, en fait, j'ai envie de dire, quand tu termines bien, les gens c'est ce qu'ils vont retenir. En mode, mais la fin. Là, tu voyais, non, tu étais là en mode, tu disais, oui, en plus on connaît Geoff Keighley, il sait pas terminer des conférences. Il y a très peu de One More Thing, même au Game Awards, même à l'Open Day Night Live. Et là, tu le sentais dès que, voilà. Et donc, effectivement, on était là en mode, c'est dur. Moi, je te dis, j'ai retenu 3 annonces. Alors, t'as retenu quoi? Lego Horizon, parce qu'en plus, j'ai jamais eu le temps de faire Horizon, parce que soit c'était pas moi qui faisais les tests, soit ça sortait au mauvais moment. Bah oui, voilà. Mais Chris. Oui, mais j'ai pas eu le temps. Écoute, j'ai pas eu le temps, Ah tu vois, malheureusement. C'est Et donc là, je vais essayer de me caler cet été parce que je suis un gros fan des jeux Lego. Je les ai quasiment tous faits. Le dernier Lego Star Wars qui était exceptionnel. C'est voilà. Je trouve que même de jeu en jeu, il s'améliore vraiment énormément. Déjà, les Lego Pirates des Caraïbes Legends étaient très bons. Mais là, je trouve que les dernières formules sont vraiment très bonnes. Donc là, très hypé. Je retiens Alan Wake 2, le DLC, même si c'est que un DLC, et Sam Lake qui sauve la conférence. Alors, pour qu'on résume pour les gens, c'est une extension qui va être disponible dès le lendemain de la conférence, donc dès le 8 juin. Donc quand vous regarderez l'émission, elle sera déjà disponible. Totalement. Le coup de génie, c'est de faire venir 3 personnages emblématiques des jeux Remedy. Donc on a Jake de Quantum Break. On a Jesse. Alors en fait techniquement c'est pas lui. Non, c'est Sean Ashmore, c'est vraiment l'acteur visiblement. C'est un personnage qui est déjà dans Alan Wake 2 de base, c'est l'agent de police, le shérif Breaker. Et en fait, lui, dans le jeu, je spoile pas, il se passe des éléments intéressants et qui laissent présager qu'il y aurait des éléments narratifs avec lui. Donc il est présent, il y a Jesse Faden qui est donc la protagoniste de Control. Et le troisième personnage, c'est Rose, c'est la meuf qui est au diner. La fan qui est très fan d'Alan Wake. Et ces 3 personnages sont présents pour, du coup, cette
expansion pack, on va dire, du coup Night Spring. Avec du coup Monsieur Dor qui est présent aussi. Donc oui, c'est 3 histoires différentes. Où, effectivement, ça fait partie de mes coups de cœur aussi parce que j'avais adoré Alan Wake 2, plus le fait qu'il y ait une édition physique. Ouais, et du coup, je pense que cette extension sera payante. Alors, on ne sait pas trop, on n'a pas trop compris. Parce qu'ils ont dit elle sera comprise dans l'édition collector. Alors, elle est comprise dans la collector, elle est comprise dans la Digital Deluxe Edition. Ça veut dire ceux qui avaient acheté le truc. Donc, par contre, est-ce que ça sera vendu séparément ? Comment est-ce que ça va se passer ? C'est vrai que c'est les éléments qui ne sont pas encore communiqués. C'est vrai qu'au moment où on vous parle, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Ouais. Mais c'était un temps marquant de la conférence, un des moments les plus rythmés grâce à Sam Lake, le patron de Remedy. Quand il avait fait la danse au Game Awards, on voit qu'il aime le show. Et là, finalement, je crois que c'est le moment de la conférence où il y a eu le plus d'applaudissements. Autant sa prestation, sa venue, que l'annonce et après le petit... Ah mais c'est dispo demain. Voilà, ça c'est une conférence qu'on aime. C'était très bien. Voilà, il avait dit dans 12 heures. Et là, j'étais en mode attends mais pardon, genre c'est ça que c'était ouf. Et la dernière, tu vois, je disais 3 mais je crois que tu te souviens même plus la troisième. En soi, c'est pas Civilization 7 parce que dans l'émission précédente, tu nous avais annoncé un nouveau jeu Touquet. C'est vrai que moi j'étais d'accord avec toi. Et même si j'aime beaucoup Civilization, j'aurais bien aimé voir un Mafia 4. Bon, et bien peut-être que ce sera pour les prochaines Borderlands. Voilà. Alors, ne crachons pas sur Civilization dans le sens où c'est quand même une franchise qui est extrêmement populaire, etc. Le jeu de stratégie par excellence. Le jeu de stratégie par excellence. Il y a des gens qui sont contents aussi. J'ai vu sur les réseaux des gens être en mode c'est un truc de fou. C'est vrai que pour Mafia, t'as un petit coup. T'es en mode c'est quand qui va être révélé. Mais surtout Civilization, le problème c'est que là pour le moment ils ont donné rendez-vous à la Gamescom parce que c'est aussi un jeu qui plaît énormément au public allemand. Et à la Gamescom ils donnent rendez-vous au Game Awards. Il y a 2 jeux qui ont fait ça. Il y a Civilization et Batman Arkham Shadow qui a dit salut j'existe, rendez-vous à la Gamescom. T'es en mode. C'est vrai qu'ils se sont fait beaucoup de pubs. Geoff Keighley s'est fait beaucoup de publicité pour sa propre soirée de l'Opening Night Live de la Gamescom. Donc toi, t'en as 3. Momo, tu retiens quoi ? Je suis à peu près sur les éléments similaires. Donc Horizon, effectivement. Alan Wake, effectivement. J'ai beaucoup apprécié Kern, également. Oui, jeu français. Donc jeu français en plus. De The Game Bakers. Avec Audrey Le Prince et tout. Et pour le coup, alors ne serait-ce que par rapport au contexte dans lequel elle avait créé le jeu, par rapport à la perte d'un de ses proches dans une excursion, etc. Et tous les dangers de l'alpinisme, et même le jeu sur cet aspect-là, je kiffe. En fait, j'ai bien aimé, honnêtement, ce qui est la proposition. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Phantom Blade Zero, je suis content d'avoir eu un trailer, parce que c'est vrai qu'il a été complètement absent depuis le showcase de PlayStation, il y a de ça 1 an et demi. Donc il fait partie aussi des jeux que j'ai pas mal appréciés. Et en dernier, qu'est-ce que je pourrais mettre ? Ça fait déjà pas mal, mais Sparking Zero, on a enfin une date, mais bon, on s'en doutait qu'il était présent. Dune Awakening, on a un nouveau trailer, et Dune Awakening, on a un nouveau trailer, mais bon, voilà. Black Myth Wukong, ok, trailer CGI hyper classe, mais on sait qu'il arrive le 20 août, donc il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Ouais, je dirais Kern, Horizon et Alan Wake. Je dirais que c'est un peu mes claques. Alan Wake, oui. On a eu un Quidditch Champions. Quidditch Champions qui était déjà depuis un moment annoncé par Warner. Là, ils ont balancé une date de sortie, c'est le 3 septembre prochain. Qui n'est pas une extension de Hogwarts Legacy. Qui n'est pas une extension de Hogwarts Legacy. Vu techniquement, on comprend, parce que moi, je me suis dit, encore un jeu mobile. Ouais, c'est compliqué. Je suis un petit peu déçu, on va dire, sur l'aspect technique de. Je me dis, c'est comme Harry Potter, c'est quand même une grosse licence. Là, je sais pas. Pour moi, jeu facile. Pour moi, tu vois, c'était un jeu mobile, tu vois. Non, mais c'est vrai que après ça fait un moment qu'on sait qu'il existe. Donc oui, en soi, c'était pas tant une surprise. On n'a pas eu de surprise de toute façon, de vraies surprises. On n'a pas eu, à part Alan Wake. À part Night Spring, où il dit que Alan Wake est une extension. Et encore. Ouais, mais l'extension, elle était vachement attendue par les fans, tu vois. Pour moi, c'est pas une surprise. D'une, parce que Remedy avait déjà dit qu'il y aurait du contenu supplémentaire. On le savait. 2, ça fait 3 semaines que Sam Lake fait que teaser. Et là, tu t'attendais à ce que ça sorte 12 heures après la conférence ? Alors non, voilà. Pour la date de sortie, non. Mais au final, voilà. Moi, c'est vrai que ce que je regrette, c'est qu'on parlait de l'E3, etc. Je peux pas dire la dernière fois où j'ai eu une conférence où j'étais là en mode oh, tu vois, le truc qui te coupe un peu la respiration en mode. On n'a pas eu l'effet de surprise. Voilà. Ça manquait d'une surprise. Lego Horizon était attendu. On a vu Monster Hunter Wilds, mais on l'a vu au State of Play PlayStation il y a une semaine. Voilà, on a eu des nouvelles de Phantom Blade Zero. Moi, j'ai beaucoup aimé Killer Bean. Ça m'a fait beaucoup rire. Ça, par contre, je te jure, Melinda, non, mais c'est pour te dire le niveau. J'ai vu le bail, j'ai fait. Non, moi, j'ai un petit coup de cœur sur Deer and Boy, que j'ai trouvé très beau dans sa proposition. Ce jeu, on verra ce qu'on en saura un peu plus, mais c'est vrai que j'ai trouvé qu'au moins visuellement, ça changeait. On a eu beaucoup de jeux indés.
Oui. Ça, c'est une conférence. Franchement, on aurait pu se croire au Steam Fest, tellement il y avait des jeux indés. Est-ce que ça, c'est pas un tournant? Qu'est-ce que ça dit justement de Geoff Keighley et de son rapport? Ubisoft n'a rien lâché, alors que l'année dernière, ils avaient lâché Prince of Persia, The Lost Crown. Là, ils ont donné rendez-vous pour leur propre conf avec Star Wars Outlaws, dont on a vu des images, mais on sait qu'on en verra plus lundi. Rien d'Xbox, à part qu'on peut jouer en Dolby. On a vu beaucoup de jeux indés et il l'a annoncé dès le début. En fait, pour les indépendants, ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis 2020. Depuis 2020, les personnes et la partie de l'industrie qui gagne le plus avec ces conférences-là, ce sont les indés. Parce qu'ils ont pris une place hyper importante dernièrement dans quasiment toutes les conférences. Alors sauf pour les conférences constructeurs, je pense qu'on verra moins d'indés chez Xbox honnêtement. Mais dans les confs de Geoff Keighley, auparavant, on n'a jamais eu autant d'indés, et même au Game Awards. Et là, honnêtement, je trouve que les grands gagnants, effectivement, c'est les indés. Alors est-ce qu'ils payent 420 000 $ ou des pièces 250 000 la minute, et quelques, etc. On ne sait pas, et je peux comprendre qu'il y avait aussi un système où ils pouvaient avoir des annonces pour moins cher. On a des annonces gratuites chez Geoff aussi. Mais oui, ils sont gagnants, et il y a un tournant là-dedans. Et il l'a dit dès le début de la conférence, dans les jeux qui ont été les plus gros cartons sur Steam en ce début d'année, il y a beaucoup de jeux qui sont faits par des indés, ou des jeux AA, dont on n'attendait pas forcément de succès, ou même des jeux faits par une seule personne. Par exemple, Manor il a tout pété sur Steam, et c'est un mec qui l'a fait, sur plusieurs années, mais... Donc du coup, ça montre que, il y a un truc qui se fait. Est-ce que tu penses pas plutôt, Chris, que c'est... Alors, deux choses. Ou l'industrie, les ténors de l'industrie n'ont pas non plus de grosses sorties à venir et gardent leurs cartouches pour 2025. On a vu beaucoup de jeux annoncés en 2025. Est-ce qu'aussi, il n'a pas intérêt à aller justement se chercher des alliés du côté des indépendants, parce que plein de gens ne sont plus là pour l'aider et qu'il a besoin de soutien. Parce que sinon, comment il va remplir ces 2 heures? Moi déjà, je pense que le format 2 heures est trop. C'est-à-dire que même les très bonnes conférences PlayStation de l'E3 faisaient 1h30 maximum. 2 heures, c'est long. Il faut le digérer. Parce que même, tu vois, est-ce que tu es capable... Il y a eu combien d'annonces? Il y en a eu une vingtaine, une trentaine. Est-ce que tu es capable de... Parce qu'il y a trop de trucs en fait, il y a trop de trucs. Maintenant, je pense que Geoff aussi, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. Et je pense que honnêtement, c'est pas impossible qu'il s'est pris tout simplement des indés avec le petit truc de les mettre en avant. Peut-être parce que il n'y avait peut-être pas assez de jeux. Il n'y avait peut-être pas assez de jeux en ce moment, parce qu'on sait que l'industrie du jeu vidéo est dans une période assez creuse, assez compliquée avec tous les licenciements. On a une fin d'année qui est quand même relativement calme pour le moment. C'est-à-dire qu'on a Star Wars Outlaw, on a Tales of Limited Solar Crown, on a Assassin's Creed Shadows. Et on aura Lego Horizon Adventure. On peut compter aussi Astro en septembre. On aura un Call of Duty, mais ça c'est pour la config Xbox. Donc ça fait 6 jeux, alors que d'habitude 6 jeux c'est juste le mois d'octobre. Donc c'est pour mon calme. Moi j'attendais vraiment le Summer Game Fest pour avoir de nouveaux jeux. Là, je pense pas qu'ils vont annoncer le Summer Game Fest. On a eu un Sonic Shadow Generation qui devrait arriver. 25 octobre. Bon, ça fait 3 ans que maintenant il y a un Sonic tout en octobre. Voilà, mais je pense qu'à mon avis, c'était aussi de se dire, oui, voilà, on met en avant les indés, comme ça on se fait un peu passer pour le mec qui pense aux indés, etc. Mais je pense qu'effectivement, alors soit il n'y avait pas assez de jeux, soit sinon, peut-être qu'il y a des éditeurs comme Ubisoft et Microsoft qui commencent à ne plus être aussi proches que Geoff et qui disent, bah non, peut-être que c'est plus une si grosse plus-value, parce que mine de rien, il faut aussi penser que maintenant, tous les événements de Geoff, quand tu en parles sur les réseaux sociaux ou à des joueurs, c'est pas des événements qui ont des bonnes réputations. Jamais des gens te disent ah non mais c'était incroyable. Et peut-être que les éditeurs ils en ont marre de se dire de payer ou de mettre en avant leurs jeux qui finalement ont des conférences qui n'ont pas des bonnes réputations, de se dire écoute, moi je vais garder mon jeu Xbox, je vais le garder pour moi. Peut-être qu'il y a aussi ça en fait. Je pense que quand même aussi il y a le... Alors peut-être que je suis un peu trop bisounours, mais je pense qu'il y a aussi le fait que cette année c'est chaud. Oui, parce que quand tu... Ah ouais, par contre Apple c'est compliqué. Parce que quand tu compares avec 2023, c'est sûr que tu as l'impression que là, 2024 c'est la fin de soirée. Il y a tout le monde qui est parti, il n'y a plus d'ambiance, il n'y a rien. J'aime bien l'image. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sort d'une année assez ouf en termes de sorties, quasiment inédite. Je dis bien quasiment, il y a eu d'autres sorties, d'autres années où c'était chaud. Peut-être qu'il y a de ça aussi. Après, effectivement, il y a la réputation des événements de Geoff, etc. Il y a l'aspect par rapport aux joueurs. Et ça me fait penser juste à un petit truc assez marrant, qui est pas trop drôle pour Geoff, mais un peu quand même. Avant la conf, il a dit est-ce que vous avez des tips, des conseils? Et là, j'ai vu quelqu'un qui l'a complètement ratio en montrant, vous savez, la photo Please wrap it up des Game Awards, en disant ne fais plus ça cette année, c'est hors de question. Et c'est vrai qu'il y a cet aspect-là où certains joueurs, côté Geoff Keighley, c'est compliqué niveau capital sympathie, c'est compliqué aussi niveau émotion parce que c'est effectivement 2 heures, show à l'américaine, publicité et tout. Donc c'est vrai qu'il y a un truc là-dessus. Il faudra voir après sur les confs qui viendront là. Il faudra voir chez Xbox, il faudra voir chez Ubisoft. Si c'est des trucs de zinzin, on se dira ah oui, Geoff a été délaissé cette année et là il y a un problème là-dessus.
soit les autres conférences seront pas si folles que ça et on se dira oui bon, effectivement 2024 c'est compliqué en termes de sortie et là par contre 2025 ça pourrait présager une année assez oufissime. 2025 ça va se battre à mon avis pour être... 2025 t'as GTA 6, t'as Death Stranding 2, il y a beaucoup du Resident Evil 9 qui est en train de parler. Oui, totalement. Voilà, mais il y a aussi un truc qui se dit, ça s'est passé avec GTA 5 en 2013, c'est quand GTA 6 va placer sa date de sortie. Je pense qu'il y a beaucoup de jeux qui vont être avancés, reculés, et ça aussi, je pense que ça va beaucoup jouer dans l'industrie. Ça aura un impact, donc, évidemment. Voilà, évidemment. Donc c'est vrai que l'année... Moi, je pense que ça fait quand même quelques années depuis le Covid, ça fait du mal. On le voit, mine de rien, dans ces conférences, parce qu'on a eu un moment où il n'y avait plus de conférences physiques, on faisait que des conférences digitales qui perdaient toute leur saveur, parce que ça coûtait pas beaucoup, donc on faisait tout et n'importe quoi. Je pense qu'il va falloir encore quelques années pour que ça reparte. On sent déjà qu'avec ce Summer Game Fest, c'est un petit peu la formule de l'E3. On a une partie physique, mais on sent que ça prend la direction de l'E3. Il faudra voir dans les prochaines années, mais on sent qu'on est quand même dans un gros creux de l'industrie. Et déjà, le jeu vidéo est cyclique. C'est-à-dire qu'on parlait de l'E3 et je pense qu'on en parle beaucoup avec nostalgie. Mais fallait voir aussi ce qu'on avait à l'E3 où des fois on disait ah mais les conférences ont éclaté. On a eu des conférences qui étaient compliquées. C'est pas pour rien si l'E3 s'est arrêté en 2007-2008 parce que justement les éditeurs abandonnaient un petit peu. Il y avait un manque, c'était revenu à partir de 2009-2010. Mais les dernières années aussi, 2018-2019, moi pour avoir fait le 2019 ou 2019. Déjà le 2019 c'était un remake de 2018, c'est-à-dire qu'on a vu les mêmes jeux, etc. Et t'es plus à l'E3 2016, voilà, par exemple, tu vois. moi 2016 je pense à Sony, tu vois. Voilà, Sony avec la conférence de Sony. Le jeu vidéo est cyclique, c'est normal, c'est des générations de consoles. Ça va repartir. Voilà. Et là je pense qu'on est en plus avec la crise économique et tout ça, donc là on est dans une période... C'est pas la meilleure année. Non. L'année prochaine ce sera il fallait que ce soit l'année où je vienne quoi. Tu reviendras l'année prochaine. C'est l'excuse pour revenir. Ah oui, pour voir si c'est mieux l'année prochaine. Alors, bilan, on attend Xbox et... On attend Xbox et Ubisoft au tournant pour leurs conférences. Il y a d'autres conférences, mais pour ceux qui attendent vraiment des bonnes grosses claques dans la figure et pour voir un peu où est-ce que les gros acteurs de l'industrie vont aller dans les prochaines années, c'est ces deux confs-là qu'il va falloir surveiller de très très près. Et si c'est pas ouf, moi je quitte le milieu. Voilà. Je n'ai rien. Ça y est. Alors un post à pouvoir chez le Jeux Vidéo Magazine. Voilà, n'hésitez pas. Moi Xbox, j'ai aucun. C'est vrai que pendant un moment, Xbox souffrait beaucoup de la confrontation avec PlayStation parce que PlayStation, ils savaient faire. Et je trouve que depuis 2-3 ans, Xbox revient énormément. Et maintenant, l'année, ça fait 2-3 ans que pour moi, c'est les meilleures conférences. Mais le problème, c'est qu'ils font les meilleures conférences avec de très belles annonces, de très bons jeux, mais ça sort jamais. C'est-à-dire que depuis quand on attend Perfect Dark, depuis quand on attend Fable, et là maintenant il va falloir... Tu vas peut-être les avoir là. Peut-être, mais le problème de ces jeux-là, c'est que c'est des jeux qui ont été révélés en 2020. La grosse erreur qu'Xbox a faite, c'est de montrer ces projets-là alors qu'ils n'étaient qu'au début du dev. Genre State of Decay 3, depuis combien de temps on l'attend? Ça fait 4 ans à peu près. Ce qui n'était pas dans les habitudes en plus de Xbox. C'est pour ça qu'ils avaient recorrigé ça l'année d'après en disant tous les jeux que vous verrez sortiront dans les 12 prochains mois, machin. La conf de l'année dernière était très stylée. Avec l'ouverture avec Fable, etc. Et ça durait 2 heures, c'était plutôt bien rythmé. Ouais, mais là, c'était bien donc, rythmé. vu la conf de l'année dernière, je me dis, là cette année, s'ils font un truc similaire, c'est bien. Donc on verra. Donc voilà, ce sera la surprise pour les jours qui nous attendent. Chris, Mohamed, merci beaucoup pour ce débrief. Merci à toi. On va se recroiser et se reparler pendant ces Play Days. Et puis nous, on va finir sur cette conférence Summer Game Fest avec justement Aymeric et Audrey de The Game Bakers qui ont présenté Kern et qui vont nous dire comment c'était réellement. Et ensuite, place à la conférence Xbox et à celle d'Ubisoft. On va voir si c'était mieux comme ces messieurs l'ont prédit. Et bien voilà, ils étaient sur scène pour présenter leur nouveau jeu. Nos petits Français à nous, The Game Bakers étaient là. Et on est avec Aymeric Thoa pour parler de tout ça. Fatigué? Content? Content et fatigué. Un petit peu des deux, c'est bien, c'est Los Angeles. Absolument. Alors comment on se retrouve sur la scène du Summer Game Fest à présenter son nouveau jeu? Déjà, c'est beaucoup de travail. Ça fait 3 ans qu'on est sur notre jeu, donc on a beaucoup travaillé pour ça. Mais c'est une vraie réalisation, un succès pour nous d'être arrivé à présenter notre jeu ici. Donc on est content d'y être. Content. Maintenant, vous allez voir la réception, si le jeu a été bien accueilli. C'est un très beau jeu que vous nous avez présenté. Si vous nous le résumiez. Alors, il s'agit d'un jeu qui parle du dépassement de soi, mais avant tout, c'est un jeu d'alpinisme. On incarne une alpiniste qui va gravir une montagne. Et c'est un jeu d'alpinisme, d'escalade, un jeu sur la liberté. Et concrètement, dans le jeu, on
on monte une montagne. Hein. On va pas tourner autour du pot. De l'alpinisme. Voilà. J'ai trouvé, depuis la salle, qu'il y avait quelque chose qui rappelait beaucoup Haven. Alors, pas que visuellement, dans je sais pas, les vibes qui se dégageaient du jeu. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun ? Vous vouliez aller vers quelque chose de complètement différent ? À quoi on va s'attendre ? Alors, c'est surprenant. Donc, Haven, c'était notre précédent jeu qui était une histoire d'amour dans l'espace. Hein. On incarnait des personnages qui se battaient pour vivre leur amour. Notre jeu d'avant, c'était un jeu qui s'appelait Fury, où on se battait pour vivre libre. Et cette fois-ci, on se bat pour se libérer de ses propres chaînes. Donc il y a une thématique commune entre les 3 jeux sur la liberté. Et il y a une esthétique, il y a une âme qui définit notre studio, hein, qui est avant tout ce qu'on essaye de faire. Ce sont des créations très très riches en sens, mais aussi en ce qu'on peut créer comme émotion chez les joueurs. Donc je suis surpris que vous ayez ressenti ça, mais ça me fait très plaisir. Bon, moi, au moins on l'a vu dès les premières images, c'est que ça ressort bien, c'est important. Comment est-ce qu'on appréhende le fait de monter sur scène, sachant qu'on va être regardé par, pas que les gens dans la salle, mais beaucoup de gens devant leur écran. Quand on vient présenter son jeu, c'est la première fois qu'on le voit. Ça fait quoi ? Vous voulez dire des dizaines de millions de personnes qui vont nous regarder ? Je le souhaite, je vous le souhaite. Donc c'est sans doute ça. Écoutez, en tant que développeur qui suis habitué à plutôt être derrière mon ordi tout seul, on fait de la respiration abdominale et on répète beaucoup son texte. Mais au final, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est un moment où on est là pour parler de son jeu, pour parler de l'aboutissement de bientôt 4 ans de travail. Donc on fait les efforts. En plus, on était à 2. C'était très très fort pour moi d'être avec mon associé Audrey Le Prince, avec qui on a créé le studio il y a 14 ans. Donc ensemble, on a su, je pense, parler de ce qui nous tenait à cœur. C'est important pour vous qu'il y ait encore ces rendez-vous, parce qu'on disait que maintenant tout pouvait se faire en ligne. Là, vous avez le public face à vous qui réagit quelque part. C'est important d'avoir encore ce contact direct. Alors comme vous dites, quand on est développeur, on est caché. Là, on n'est plus caché. Les gens dans la salle, honnêtement, ça a eu un impact parce que quand ils ont réagi à une phrase particulière, ça m'a fait sourire, ça a créé un moment et c'était intéressant. Mais pour être honnête, les gens dans la salle, on n'y pense pas quand on est en train de parler de son jeu. On est en train de s'adresser à tous ces gens qui sont en dehors de la salle avant tout, ceux qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, les YouTube et les plateformes de streaming. Et on essaye de leur communiquer ce qui nous a motivés à nous travailler pendant 4 ans. Donc effectivement, tout ça c'est important, mais c'est l'aboutissement des années de travail. Ouais. Est-ce que j'ai le droit de connaître la signification du titre ? Alors un cairn, c'est un espèce d'amoncellement de pierres, de cailloux, que les randonneurs ou les gens qui font de l'alpinisme vont créer pour à la fois indiquer un chemin, mais aussi dire qu'ils sont passés par là. Donc en montagne, on voit souvent ces petits tas de pierres qui sont des cairns et qui signifient « je suis passé par là ». C'est quelque chose qui est très important pour nous dans le jeu, bien sûr, cairn qui signifie l'atteinte d'un objectif, mais c'est aussi en écho avec nos précédents jeux dans lesquels il y a toujours eu une mécanique où on laisse en tant que joueur une trace à travers l'expérience qu'on vit. En tout cas, merci beaucoup. Quand est-ce qu'on attend le jeu alors maintenant ? On patiente encore un petit peu ? On patiente un petit peu, pas très longtemps, mais une petite année. Bon, on va patienter alors. Merci beaucoup Aymeric. Merci beaucoup. Eh bien, après une conférence du Summer Game Fest, on l'a dit, un petit peu inégale, on a eu le droit à 1h20 d'un Xbox Games Showcase extrêmement haletant, avec des annonces dans tous les sens, des jeux qu'on attendait. On a revu des images d'Indiana Jones et le Cercle Ancien, qui n'a toujours pas de date de sortie, mais arrivera, on le sait, d'ici la fin de l'année. On a découvert un peu plus en profondeur Call of Duty Black Ops 6, la nouvelle perle d'Activision, qui ne sera pas une exclusivité à la Xbox. Phil Spencer, le patron, a tenu à le préciser. Le jeu arrivera sur toutes les consoles en même temps et ce sera le 25 octobre prochain.
On retiendra de cette longue conférence, mais finalement très très dynamique, eh bien des extensions pour Starfield, on le savait, pour Diablo 4, mais aussi des nouvelles têtes avec le retour de Gears, la Gears of War, la fameuse série de jeux de tir de Xbox. Eh bien ça s'appellera Gears of War E-Day. On a revu le personnage emblématique Marcus dans un trailer très musclé, mais ce sera tout pour le moment. On n'a pas eu de date de sortie, ce sera une affaire à suivre. En tout cas, c'était le One More Thing de la conférence, et conférence qui a aussi donné lieu au retour de Doom, la fameuse saga de Bethesda. Eh bien, pas de nouveau Doom, ou plutôt un retour en arrière pour fêter les 30 ans. Ça s'appelle Doom The Dark Age. C'est un peu le célèbre personnage de Doom, mais à l'époque médiévale. On attendait aussi beaucoup des Xbox Game Studios, puisqu'on sait qu'ils travaillent tous sur de très nombreux jeux. On en a vu certains, on a vu notamment Fable, le retour de la série. Fable s'est montré dans un trailer un petit peu moins pince sans rire que les précédents, mais au moins avec des images de jeu. Et pareil, ce sera pour 2025. 2025 aussi, un jeu qui s'est cette fois montré avec du gameplay. C'est South of Midnight. Le jeu avait fait forte impression, le jeu de Compulsive Game. Eh bien, il est dans cet univers un petit peu barré, on dirait un peu un jeu en pâte à modeler, avec des jolies bestioles, un petit peu du sud des États-Unis, mais ça donne un cocktail extrêmement barré, un peu de super pouvoir. C'est à suivre aussi l'année prochaine. Parmi les autres jeux Xbox, on a découvert le prochain Flight Simulator 2024, un jeu toujours signé Asobo Studio, les Bordelais, avec des images magnifiques. Et il y aura cette fois des missions à remplir, c'est la grosse nouveauté de cette édition à venir à la fin de l'année. Et puis, pour les fans de jeux de stratégie, ils étaient servis aussi. On s'attendait à un nouveau Age of Empires, ce sera Age of Mythology Retold. Même formule, mais beaucoup plus d'événements pour venir perturber votre partie et des dieux très très fâchés. Et ce Xbox Showcase, malgré sa densité, a fait de la place aussi aux partenaires tiers. Assassin's Creed Shadows s'est montré, alors qu'on sait pourtant que Ubisoft a sa propre conférence. Le jeu arrive le 15 novembre, on a vu les deux héros dans de nouvelles situations. Il était murmuré, il s'était annoncé aussi un petit peu avant. Dragon Age The Whale Guard sera disponible à l'automne. Et le trailer reveal, il a eu lieu ici même au Xbox Showcase. Un show finalement très très dense avec beaucoup de jeux qui arriveront d'ici la fin de l'année. Des petits jeux indés aussi, comme à suivre le nouvel épisode de la saga Life is Strange. Ce ne sera pas un jeu Dontnod cette fois, mais Deck 9, Life is Strange Double Exposure. Pour les fans, sachez que c'est le retour de Max Scofield, l'héroïne du premier jeu. Coup de cœur très personnel en tout cas pour Mixtape, le prochain jeu signé Annapurna Interactive. On le sait, le label américain a le chic pour trouver les jeux indépendants qui ont un véritable cachet et une personnalité. Celui-ci, avec son espèce de road movie adolescent, un peu teinté de magie, il y a quelque chose à suivre. En tout cas, une excellente bande-son qui fleure bon les années 80-90 et un style très vintage. On se croirait dans Life is Strange. Il y a clairement une inspiration, mais c'est un jeu à suivre en 2025. Et voilà, on se retrouve désormais pour la conférence Ubisoft qui promet d'être tout aussi intéressante. Let me see your identification. Lors du Ubisoft Forward, on a évidemment parlé des nouveaux jeux qui arrivent, beaucoup d'Assassin's Creed Shadows et de Star Wars Outlaws attendus pour le 30 août. Le petit jeu signé Lucasfilm et Disney aussi en partenariat veut s'inscrire dans la première trilogie. On en a discuté avec Julian Guerriti, le responsable du jeu et un très très grand fan de la franchise. Que vont découvrir les joueurs qui attendent patiemment le jeu? Donc c'est vraiment un puzzle à résoudre quand on vient à un événement comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il faut montrer? Comment est-ce qu'on peut le présenter? Donc aujourd'hui, on a 3 quêtes différentes, très différentes, mais qui sont des représentations de fantasmes de gamins et de plus grands. Qu'est-ce que j'aimerais vivre dans Star Wars? Donc, me battre contre des Stormtroopers avant de sauter dans mon vaisseau spatial et atterrir sur une nouvelle planète, ou découvrir, explorer un engin écrasé sur une planète. C'est que des choses qui sont ultra évocatives de Star Wars qu'on a découvert quand on était beaucoup, beaucoup plus jeune. Est-ce que c'était un fantasme de faire un jeu Star Wars? Absolument, 100%. Et une vraie passion. Je ne dirais pas que je suis le plus grand des fans Star Wars,
Mais Star Wars a tellement une importance dans ma culture personnelle. C'est le premier film que j'ai vu au cinéma. C'est le premier VHS que j'ai utilisé jusqu'à la dernière vision. Tout ça, c'est tellement important pour moi. Donc, avoir la chance de travailler sur un jeu, un gros jeu avec une équipe que j'adore aussi, c'est vraiment once in a lifetime. Je ne sais pas exactement comment le dire en français, mais ça n'arrive qu'une fois. Absolument. C'est vraiment une chance unique. Et on a mis énormément d'amour et de passion et de joie joie pour le sujet dans le jeu. Comment ça s'est fait, ce projet ? Est-ce que c'est vous, à Massive, qui aviez l'idée et qui êtes allé voir Lucasfilm ? Est-ce qu'il y a eu Lucasfilm voulait faire un jeu Star Wars ? Alors on sait qu'il y a toujours beaucoup de jeux Star Wars. Comment ça s'est passé ? Parce qu'il faut aussi avoir un projet qui se démarque. C'est sûr. Ça s'est passé parce qu'on venait juste d'annoncer. Ça s'est passé à Los Angeles. La pierre initiale de l'édifice, c'est Los Angeles. En 2018, on a présenté, c'était moi sur scène, on a présenté Division 2 pour la première fois. Et en coulisses, on était en conversation avec Disney, qui avait identifié un certain nombre de développeurs qui jugeaient de qualité vraiment, vraiment élevée, assez élevée pour tacler leur licence. Et ce n'était pas décidé que ça allait être Star Wars, ça pouvait être autre chose. Mais notre MD, notre Managing Director de Massive Entertainment en Suède, vraiment voulait faire du Star Wars. Donc, ça a commencé comme ça. On est venu avec notre expérience Open World. On est venu avec le player fancy du outlaw, du pirate de l'espace. Et c'est de là que ça a devenu, oui, on va faire quelque chose ensemble, on va collaborer sur ce type de jeu avec cette expérience en tête et cette liberté de pouvoir découvrir des planètes, avoir son propre vaisseau, avoir son propre speeder. Tous ces éléments-là étaient définis très, très tôt dans l'expérience. Alors, justement, faire un jeu Star Wars, comme on l'a dit, il y en a plein. Comment est-ce qu'on se dit, on va faire un jeu Star Wars pour une fois sans Jedi ? Enfin, sans Jedi en héros, en se détachant un peu justement des habitudes qu'on a sur les jeux Star Wars. C'était une demande de Disney ou c'était une proposition de vous ? C'était une proposition de nous. C'était vraiment quelque chose... Tout de suite, on a commencé à parler avec l'équipe quels étaient les personnages et le player fancy. Je ne sais pas exactement comment dire en français, mais l'archétype du personnage et de l'expérience du jeu, vraiment, qu'on voulait explorer. Et c'était en regardant les 3 premiers films de la trilogie, l'ère classique de Star Wars, on a commencé à regarder les personnages. Et le personnage qui se détachait pour tout le monde, c'était l'outlaw ultime, Han Solo. Et c'était vraiment ça qui nous a donné l'envie d'explorer ce fantasme, cette idée, le potentiel gameplay de quelque chose comme ça et qui détenait vraiment de ce qui existait dans le jeu avec Star Wars avant. Donc c'est venu vraiment de ces conversations et de nos souvenirs d'enfance, de notre connexion émotionnelle à ces films quand on était enfant. Kay est un peu la fille spirituelle de Han Solo alors ? Pas du tout. Elle n'est pas assez cool pour être la fille de... Ah bon, elle n'est pas cool du tout. Kylo Ren, ultra cool. Ça, c'est le fils de Han Solo. Kay, c'est quelqu'un de beaucoup plus approchable. C'est quelqu'un qui n'est pas parfait. C'est quelqu'un qui se lance dans des choses sans savoir quel va être le résultat. Han Solo est beaucoup trop cool. C'est vraiment un outlaw confirmé par rapport à une Kay qui est en train de découvrir et se retrouve dans des choses qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus grandes qu'elle. Et de se trouver là-dedans et devenir un outlaw, c'est vraiment, vraiment l'histoire de ce jeu. Mais on la découvre, elle n'est pas du tout aussi cool que Han Solo. C'est marrant de vouloir créer un personnage pas cool. C'est plus la relation qu'on a avec le personnage. Si quelqu'un est trop parfait, trop
compétent, trop exceptionnel. C'est pas aussi facile de se rattacher au personnage. Donc on voulait vraiment faire un personnage beaucoup plus approachable, beaucoup plus relatable dans le sens vrai. Donc on puisse s'y attacher un peu plus, Voilà. se sentir. D'où le fait de ne pas choisir un personnage avec des pouvoirs ou quoi que ce soit. Ça aussi. Est-ce que ça a été une évidence, ce personnage, dès le début ? Personnage féminin, en plus, ce qui est assez rare. Même dans la galaxie Star Wars, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. beaucoup. C'est des personnages forts, mais ce n'est pas les plus évidents. Le personnage, dans la tête, il est apparu tout de suite ? Non, je pense qu'on a beaucoup travaillé au niveau visuel, conceptuel. Le narratif, assez rapidement, on a eu un personnage qui s'est détaché et qui nous faisait tous envie et était un personnage qui était vraiment différent pour Star Wars aussi. Le visuel était la deuxième étape où on a trouvé un visuel qui marchait, qui nous rattachait vraiment à cette trilogie classique de films. Mais après, c'est la performance de l'actrice, Amberly Gonzalez, qui a vraiment apporté cette dernière touche et qui a apporté énormément de humour, de décalé, de pas parfait dans un sens, qui nous aide à avoir vraiment un personnage quasiment unique dans l'univers de Star Wars. Est-ce que c'est justement quand on s'attaque à une telle licence avec un lourd passé, un lourd héritage, mais qui a aussi beaucoup de garde-fous par Disney, on a la liberté totale de créer. Comment est-ce qu'on discute avec Disney pour dire on voudrait bien créer ce personnage-là dans cet univers, l'intercaler la période, est-ce qu'on a le choix de la période aussi ? C'est eux qui ont proposé cette période. Donc, quand on est venu... C'est entre l'épisode de 3... C'est entre Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Il y a 1 an entre les deux qui représente vraiment le paradis pour les Outlaws. L'Empire vient juste de gagner cette énorme bataille sur la planète Hoth. Les rebelles se cachent, se reconstruisent. Donc c'est un moment où il y a énormément de chaos. Et c'est là où les syndicats criminels commencent à reprendre le dessus. Et c'est là où les Outlaws ont le plus de liberté. Donc c'est Lucasfilm Games qui est venu avec cette période, ce moment. On était ravis. C'est vraiment la période de Star Wars que j'ai découvert en tant qu'enfant et qui me parle le plus dans un sens. Et pour la question sur la collaboration ou le partenariat avec Lucasfilm Games, c'est extrêmement facile. Ils sont extrêmement généreux avec ce qu'on veut faire, ce qu'on essaye de construire, ce qu'on essaye de construire de nouveau et de créer des liens avec la franchise au large. Donc, on a bien sûr Jabba the Hutt, Lady Qi'ra. C'est des gens, c'est des personnages qui sont parfaitement adaptés au contexte et au fantasme du joueur qu'on veut vraiment mettre au cœur de l'expérience. Il y a d'autres personnages qui auront moins de sens, et là, ils vont repousser un petit peu l'idée, ils vont nous dire... ils ont quand même ils ont le dernier mot. Absolument. C'est leur franchise. Ils sont extrêmement généreux. Donc, c'est pas nécessairement le dernier mot, mais c'est un vrai partage de ce qui rend l'expérience Star Wars. Et il nous apporte une authenticité qu'on n'aurait pas seul. Je pensais connaître Star Wars avant de travailler sur Star Wars. Je garantis, on ne connaît pas vraiment Star Wars. Donc, même en tant que l'équipe, on a fait des progrès monumentaux en termes de design, en termes d'approche pour construire les mondes, les personnages, les gadgets, le vaisseau spatial. Tout est original. Tout est original. Fait avec Lucasfilm Games. Inspiré de jouets des années 70. Ah bon ? Oui, c'est inspiré d'un jouet que je n'ai pas réussi à avoir quand j'étais jeune. Et c'est un de ces regrets d'avoir... qu'est-ce qu'il a été beau ce jouet. Donc on a pris la forme, le shape language, et on l'a adapté. On a travaillé avec Lucasfilm pour avoir
des animations, une mécanique vraiment très très proche de la trilogie originale. Là, c'est le fan qui parle, le fan de Star Wars qui s'est fait plaisir. Oui, mais c'est ça qui amène cette joie et le cœur qu'on retrouve dans l'expérience qu'on présente aujourd'hui. On est vraiment passionné par ce qu'on est en train de faire. Et pour l'équipe et pour tous les collaborateurs, c'est vraiment une chance. Et qu'est-ce que vous pensez de l'accueil que vont réserver les fans, justement? On sait que les fans de Star Wars sont parfois intraitables. Est-ce qu'il y a des choses qui risquent de les... Alors, je ne vais pas dire de les chiffonner, mais... Sûrement. Mais ce n'est pas mon focus. Mon focus, c'est de livrer une expérience incroyable et fidèle à l'univers, fidèle aux films classiques, fidèle aux valeurs de Star Wars. C'est ça mon objectif. Je ne peux pas être distrait par tout le bruit qui vient avec une sortie aussi importante que ça, avec un fandom aussi passionné aussi. Et il faut rester concentré sur le cœur du sujet qu'on est en train de traiter. De quoi le fan de Star Wars que vous êtes est le plus fier d'avoir mis dans ce jeu? Hormis le vaisseau, donc. D'avoir réussi à créer, quand on est fan et qu'on crée justement pour la licence dont on est fan. Je pense que la créature qui accompagne Kay, Nix, c'est une créature toute nouvelle et ça nous rend tellement heureux dans l'équipe de le voir, de le découvrir. Ça emmène une touche tellement personnelle, humaine, de savoir qu'on a apporté une nouvelle créature qui a autant de personnalité et autant d'utilité dans le gameplay. C'est vraiment quelque chose dont je suis très, très fier. Il y a d'autres choses aussi, je pourrais parler pendant une demi-heure là-dessus, mais une autre chose qui est très évidente ici, et c'est peut-être subconscious, mais on a tout fait en CinemaScope. Donc, par défaut, le jeu va être en ultra widescreen, avec des filtres exprès créés pour Snowdrop, donc des filtres de caméra qui répliquent l'esthétique des caméras des années 70. Donc, on a du lens flare, du vignetting, du breathing du lens qui est parfaitement adapté à cette ère-là. Donc, en regardant les écrans, visuellement, on a une impression de quelque chose de vraiment très différent d'un jeu vidéo traditionnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose où on a mis beaucoup, beaucoup d'efforts dedans. Et il s'inscrit vraiment dans la première trilogie comme ça. Absolument. Merci beaucoup, Julian. Merci à vous. Le Summer Game Fest, ce ne sont pas seulement les conférences, ce sont aussi 3 jours dédiés aux créateurs de contenu et aux médias qui vont à la rencontre des développeurs et des éditeurs de jeux vidéo. Nous sommes ici au cœur du downtown Los Angeles, au Play Days. C'est ici que chaque éditeur, chaque développeur va avoir un espace pour lui pour présenter ses derniers jeux et où nous, journalistes mais aussi créateurs de contenu, nous allons pouvoir les tester pour la première fois, parfois les découvrir aussi certains jeux que vous ne verrez apparaître qu'en 2025. C'est la grande tendance de cette édition 2024. Regardez, habituellement ce sont des boutiques. Aujourd'hui, ce sont des événements pour chacun. Chaque éditeur est là. Capcom, Electronic Arts, Bandai, Devolver, Amazon. Tout le monde a son espace de jeu, ses plots pour tester les jeux et le tout dans une ambiance très conviviale. Quelque chose qui se rapproche de ce qu'on a connu à l'E3. C'est une sorte de mini E3, un village du jeu vidéo. Xbox et Ubisoft font leurs événements à côté des Play Days. PlayStation avait lui aussi fait sa conférence de son côté bien avant le Summer Game Fest et pourtant PlayStation est présent sur les Play Days. On l'a vu lors de la conférence, ils ont présenté Lego Horizon Adventure et juste avant, ils avaient surtout montré Astrobot, le retour du robot le plus fameux de la PlayStation. Et nous avons discuté avec Nicolas Doucet, son papa, le patron du team Asobi, de ce retour que l'on veut en fanfare pour les bientôt 30 ans de PlayStation.
Astrobot. Donc c'est notre nouveau jeu. Ça sort sur PlayStation 5 en septembre. Là. Et alors, déjà un retour d'Astro. C'est ça, oui. Astro, donc il est arrivé sur PlayStation 5 au lancement, dans un jeu qui s'appelait Astro's Playroom. Et c'était une démo technique et aussi une lettre d'amour à toute l'histoire de PlayStation. Donc dedans, on découvrait la manette DualSense de la PlayStation. Et puis donc Astro, ce personnage, ce petit robot rigolo qui allait visiter en fait l'intérieur de la console. Et aujourd'hui, Astro donc, est de retour pour une grande aventure. Donc, on n'est plus sur une démo technique. Là, on est carrément sur C'est une vraie histoire. Ouais. C'est une vraie histoire. Alors, qu'est-ce que ça va nous raconter, Astrobot ? Alors, Astrobot, dans l'histoire d'Astrobot, Astro est à l'intérieur de la PlayStation 5. Donc, le vaisseau spatial d'Astrobot est la PlayStation 5. Et puis, il se passe quelque chose au début du jeu, une mésaventure qui fait que tout l'équipage d'Astrobot, 300 personnages, se retrouvent en fait éparpillés dans la galaxie, dans tout l'espace. Et donc, c'est au rôle d'Astro et du joueur, donc ensemble, de partir à la recherche des 300 personnages, en fait, qui font l'équipage d'Astro. Et 300 personnages, ça 300 promet. personnages à récupérer. Et donc, ce qui est rigolo dedans, c'est que la moitié de cet équipage sont en fait des robots qui sont basés sur les personnages de PlayStation. Par exemple, on voit dans la vidéo aussi d'Astro, on voit Kratos, on voit Nathan Drake, on voit des personnages comme Parapaz le rappeur, un personnage assez ancien de PlayStation. Et donc, ça retrace vraiment aussi les 30 ans de PlayStation à travers les personnages du jeu. Justement, on a vu dans le trailer plein de petites références à l'histoire de PlayStation. Il y avait déjà ça beaucoup dans Astro's Playroom. C'est un marqueur du personnage d'Astro, c'est une volonté ou c'est un jeu anniversaire? C'est un petit peu tout à la fois parce qu'en fait avec Astro vraiment c'est un petit peu aussi vraiment célébrer en fait l'histoire de PlayStation, ce qui est maintenant qui va fêter ses 30 ans en fait. Ce sera en décembre 2024, ce sera les 30 ans de la première console. Et donc, c'est l'opportunité rêvée, en fait, de célébrer tout ça dans le jeu. Donc, le jeu, c'est un jeu de plateforme qui, en fait, par lui-même, a beaucoup de variétés. Et c'est pas juste l'histoire de PlayStation, c'est juste quelque chose qui vient se greffer par-dessus. Mais on voulait absolument le faire, parce que pourquoi pas ? Oui, ça avait tellement bien fonctionné avec le lancement. Alors, moi, en regardant le trailer, qui adore Astro, j'ai reconnu l'univers. Est-ce qu'on va être dans un jeu qui est assez similaire au premier, alors qui en effet était surtout une démonstration technique des capacités de la DualSense, et pour ça beaucoup, ou alors on va avoir un jeu, pour un vrai jeu, un petit peu plus long, parce que ça c'était un peu la frustration sur le premier. Ah bien sûr, mais c'était un petit peu aussi le but, on vous donnait un avant-goût, c'était aussi une démo qui était gratuite et inclus dans la PlayStation 5, donc ce coup-ci oui, c'est beaucoup plus gros, donc on part sur du 15-20 heures de jeu, oui, donc c'est vraiment un jeu entier quoi. Et ce coup-ci en fait, dans chaque niveau, dans chaque galaxie que Astro visite, il y aura des nouveaux power-up, des nouvelles habilités en fait que Astro va pouvoir utiliser. Et donc cette fois-ci, encore une fois, elles utilisent la manette de la PlayStation 5, la DualSense, avec des nouvelles fonctionnalités, en utilisant les gâchettes adaptatives et le retour haptique. On a des nouvelles expressions, des choses qu'on ne pouvait pas vraiment faire avant. On n'est pas forcément en train de faire le jeu, on fait juste des interactions séparées, isolées, où on cherche vraiment quelque chose de novateur. Et par exemple, on avait une démo dans laquelle on pouvait tenir une éponge et en utilisant la gâchette adaptative, en fait, serrer l'éponge et faire couler de l'eau. Et donc, vous savez, quand on a une éponge dans la main et qu'on fait couler l'eau, en fait, ensuite, elle change de texture, elle change de poids et on ressent ça dans la main. On a fait en sorte d'avoir une démo qui puisse faire ça. Et ça nous a inspiré pour ensuite donner une habilité à Astro qu'on voit justement dans la vidéo, dans laquelle il devient une grosse éponge. Et en utilisant la gâchette adaptative, il peut justement envoyer cette eau sur les ennemis pour les battre. Alors, justement, c'est la même manette que sur le premier. Comment est-ce qu'on travaille des sensations différentes ? Parce que finalement, c'est le même matériel de départ. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la réflexion, la créativité ? C'est surtout ça, ouais. C'est les idées, en fait, les opportunités. Il y a des choses parfois qui arrivent par accident. On fait un test et puis on se rend compte, tiens, en fait, le plastique ou le métal, ça a vraiment un bon rendu avec la manette. On sent bien ces substances. Et donc, petit à petit, on apprend aussi. Parce qu'en fait, on n'avait pas toutes les clés au départ. On avait certaines clés. Bon, parce que la manette avait été conçue telle qu'elle, mais ensuite, au fur et à mesure qu'on avance, on comprend de plus en plus et on partage aussi avec les autres studios à l'intérieur de PlayStation. Et donc, on apprend en fait les uns des autres pour justement en fait améliorer nos connaissances.
Justement, on disait c'est un jeu aussi donc un peu hommage à la PlayStation. Vous avez mis beaucoup de références. Déjà, on en voit beaucoup dans le trailer. On sait que ça s'appuie sur ce qui avait été fait sur Astro's Playroom. Est-ce que vous avez un petit coup de cœur que vous avez mis dans le jeu à nous demander de repérer? Oh, il y en a tellement, parce que en même temps on veut garder la surprise, donc on a fait en sorte, on a tracé une ligne, on a décidé qu'on n'allait pas parler de certains éléments du jeu jusqu'à ce que les joueurs puissent le voir eux-mêmes. Mais on peut voir dans le trailer, par exemple, on voit le personnage de Journey, un petit personnage rouge en fait, qui vient d'un jeu de la PlayStation 3 qui était magique, vraiment un jeu superbe. Donc celui-là, par exemple, j'aime beaucoup. On voit aussi le personnage de Shadow of the Colossus dans le trailer qui brandit son épée. Ça, c'est un jeu moi, qui personnellement est dans mon top 10 de tous les temps. C'est vraiment un jeu magique. Je peux le jouer à l'infini, je pense. Donc en fait, il y en a beaucoup en fait. C'est ça le truc, c'est que... Il faut tous qu'on les repère. S'il y en a 300 à les chercher. Ouais, 300, exactement. Donc les caméos, il y en aura 150. Mais ensuite, il y a plein de petites références aussi avec des blagues, tout ça, des petites choses cachées en fait qui, j'espère, en fait, vont ravir les fans. Parce que c'est vraiment ça en fait, c'est un travail d'amour et on espère que ceux qui ont grandi avec PlayStation vont ressentir tout ça, quoi. On connaît surtout PlayStation pour les jeux qui sont des jeux narratifs, des jeux assez matures, dirons-nous. On reproche souvent d'ailleurs à la PlayStation de manquer de jeux un peu plus familiaux. Est-ce qu'Astro, c'est son rôle? Est-ce qu'il est voué à ça? Absolument. C'est vraiment pour nous les jeux vidéo doivent vraiment aller de 5 ans jusqu'à 105 ans. Ouais, 105 ans. Et vraiment, en fait, pour toutes les audiences. Donc, évidemment, les gamers peuvent prendre du plaisir sur Astro Bot. C'est quand même un jeu de plateforme qui demande aussi de la précision d'un certain niveau. Et on fait en sorte de penser à ces gamers. Mais de l'autre côté, il faut aussi qu'on pense à une audience qui, justement, ne sait pas tenir une manette, qui peut-être est un petit peu... surprise. Il y a quand même beaucoup de boutons sur la manette. Donc, on fait en sorte de garder les choses relativement simples pour être vraiment, vraiment accessible à toutes les audiences. Et ce travail de jonglage entre les gamers, en fait, et les non-gamers, ou ceux qui sont... Pour beaucoup d'enfants, ça va être potentiellement le premier jeu de leur vie. Et ça, c'est une responsabilité énorme. Moi, j'ai des souvenirs en tant que gamer, mais les premiers jeux vidéo que j'ai vus dans ma vie, c'est ceux qui les ont faits ont une part de responsabilité dans la personne que je suis devenu. Donc, il faut aussi qu'on se projette et qu'on se dise qu'il y a des gens qui vont des enfants, surtout, qui vont jouer à Astro pour la première fois. Donc, tout ça, en fait, c'est voulu. En fait, ça fait partie d'un positionnement qu'on veut pour Astro. Et on espère que ça va être exactement comme ça qu'il va être accueilli, quoi. Vous vous rendez compte la pression que vous mettez en disant « Oh là là, je vais avoir une responsabilité sur le devenir des joueurs ?» Absolument, parce que c'est la vérité, c'est ces souvenirs. Moi, je sais que quand j'étais enfant, enfin, les jeux, que j'en avais pas beaucoup déjà, et que quand on achetait un jeu, il fallait qu'il soit bon, et surtout, on allait y jouer souvent, on y rejouer souvent, et donc ces jeux-là, on laissait des traces impérissables. Mais c'est ça qui est grisant en fait dans la création de jeux. C'est pas juste sortir des jeux, je pense, c'est sortir un jeu qui a vraiment en fait qui va vraiment rester dans le cœur des joueurs. Et ça vous plaît quand on dit qu'Astro c'est un peu la mascotte de la PlayStation? Alors c'est pas à nous de choisir, mais évidemment absolument. Et je pense que ça c'est quelque chose en fait qu'on peut pas forcer. C'est quelque chose qui arrivera naturellement si les joueurs le décident en fait. Et ça, on s'en est rendu compte au fil du temps. C'est pour ça que de notre bouche, on ne dit pas ces choses-là. Mais en fait, c'est évidemment que ce serait fabuleux. Ça fait longtemps que PlayStation n'a pas eu aussi un personnage comme ça, coloré, en fait, qui soit un petit peu universel. Donc, ce serait super. C'est super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci beaucoup. Le Summer Game Fest et les Playdays touchent à leur fin. C'est un peu l'heure pour nous de faire le bilan. Parmi les jeux coup de cœur qu'on retiendra, eh bien on en sait un peu plus désormais sur Call of Duty Black Ops 6 que nous avons pu approcher chez Treyarch, le studio qui en est à l'origine. Un studio qui a promis que ce serait le jeu qui va révolutionner la franchise. On l'a vu, un mode campagne beaucoup plus dense pour les adeptes du jeu solo, mais aussi un mode multijoueur
très complet, très dynamique. Et tout ça grâce à une innovation de taille, la technologie Omni Movement. Vous allez pouvoir bouger dans tous les sens à 360, au sol ou debout. Ce sera beaucoup plus dynamique, beaucoup plus fluide. Et Call of Duty espère ainsi attirer beaucoup plus de joueurs. En plus, Phil Spencer l'a promis, le jeu sera disponible pour tous les joueurs, quelle que soit leur console, en même temps. Et cela dès le 25 octobre prochain. À suivre aussi Star Wars Outlaws, nous avons pu l'essayer et franchement, ça donne envie. Le jeu arrive le 30 août, il est dynamique, il est dans l'esprit de la franchise. On retrouve surtout la patte artistique du Star Wars des débuts, la fameuse trilogie qui débuta à la fin des années 70. Les aventures de Key West valent le coup. On retrouve de l'infiltration, du combat sur Terre et dans l'espace. Il y a tout ce que vous voulez et tout ce que vous espérez d'un jeu Star Wars. Avis aux fans, soyez prêts. Et puis, plus familial, nous avons pu prendre en main Astrobot, le retour de la petite mascotte de PlayStation. Ça arrive le 6 septembre. Eh bien, vous ne serez pas déçus. Si vous avez aimé Astro's Playroom et même la version VR, il y a là tout ce que vous aimez, un hommage aux 30 ans de la PlayStation et surtout, on nous l'a promis, vous avez vu, un jeu beaucoup plus long que les petites heures de la démo technique de la PS5. Astrobot arrive avec toutes ses mascottes. Il y aura surtout des mascottes hommage aux personnages cultes de PlayStation à trouver. Autre jeu qui nous a plu, le clin d'œil Lego à la franchise Horizon, autre franchise PlayStation. Aloy est désormais un personnage entouré des fameuses briques. Lego Horizon Adventure arrive lui aussi à la rentrée. Il est tout mignon, plein d'humour, un peu loin des habitudes de la franchise, mais c'est en tout cas une excellente entrée dans l'univers très sombre et apocalyptique d'Horizon Zero Dawn et Horizon Forbidden West, un jeu familial qu'on pourra même affronter à plusieurs. Et puis, avis aux fans de Dragon Ball, nous avons pu mettre la main sur Dragon Ball Sparking Zero. Eh bien, vous ne serez pas déçus, plus de 160 personnages sont à retrouver dans les meilleurs combats de la saga. Ça va de Dragon Ball Z à Dragon Ball Super pour le mode histoire, mais il y a aussi un mode battle à affronter en solo ou à plusieurs, en ligne ou bien sur votre canapé. Ça, c'est la grosse nouveauté. Et puis surtout, par équipe de 3, ça promet et ça bastonne dès le 11 octobre prochain. C'était l'une des demi-surprises du Summer Game Fest puisque BioWare avait lui-même annoncé l'arrivée de son jeu juste avant. Dragon Age The Whale Guard s'est laissé approcher. Évidemment pas encore manette en main parce que le jeu n'arrive qu'à l'automne, mais nous avons pu en avoir un très long aperçu durant 1 heure. Si vous avez aimé Dragon Age Inquisition, eh bien vous ne serez pas déçus parce que l'histoire se prolonge après les DLC du jeu précédent. The Whale Guard, c'est un jeu de rôle qui met les curseurs au maximum. Il est extrêmement beau, extrêmement complet, notamment dans la création des personnages. Vous pouvez pousser cela jusqu'au détail des cheveux qui flotteront dans le vent. En tout cas, un jeu toujours aussi noir, toujours aussi magique. Il y a des démons à combattre et en tout cas, ça promet du spectacle. Évidemment, on ne pouvait pas avoir un mois de juin du jeu vidéo sans l'une des très grosses sorties de la fin d'année. Assassin's Creed Shadows arrivera le 15 novembre et nous en savons un peu plus sur le jeu. Nous avons pu surtout voir une séquence de combat dans ce Japon féodal avec Yasuke, vous savez, le fameux samouraï noir musculeux, très massif, qui va au combat arme à la main et dégomme tout sur son chemin. Et bien la même séquence pourra être jouée au choix aussi avec Naoe, la shinobi qui l'accompagne. Un jeu beaucoup plus en finesse, beaucoup plus aérien et agile. Une tactique différente, et bien c'est la force de ce Shadows qui promet justement de choisir entre les deux personnages. Certaines séquences seront évidemment marquées et vous n'aurez pas le choix, mais la majorité pourra être jouée au choix avec l'un des deux personnages. À chacun sa tactique. En tout cas, ça nous a bien séduit. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis dans les allées des Play Days et du Summer Game Fest ici à Los Angeles. On espère que cette petite immersion vous a plu dans les coulisses du plus gros événement de l'année du jeu vidéo. Nous, on se retrouve très vite en studio, fini le soleil. En tout cas, vous pouvez retrouver cette émission en multidiffusion sur la chaîne Tech & Co, en replay sur le site Tech & Co et sur YouTube, et évidemment en podcast partout où vous pouvez l'entendre. Et nous, on se dit à très vite. Jouez bien, en tout cas, nous, on a très envie.